Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là encore une fois, formule virtuelle à cet événement des rendez-vous Gérin-Lajoie organisé par l'Institut d'études internationales de Montréal. Je me présente, François Audet, je suis directeur de l'IEIM et professeur à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Il me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous et de vous accueillir dans nos murs virtuels, comme c'est commun de faire maintenant, espérant que ça se termine bientôt. On a eu quelques bonnes nouvelles hier. C'est donc un événement des rendez-vous Gérin-Lajoie. Les rendez-vous Gérin-Lajoie visent donc à construire des canaux de conversation entre les différents milieux politiques, le milieu de la société civile, les ONG, évidemment, le milieu de la recherche, ça va sans dire, et aussi de pouvoir projeter le Québec dans le monde, sur la scène internationale également. C'est un clin d'œil, évidemment, à M. Paul Gérin-Lajoie, qui a fait, évidemment, beaucoup, justement, pour permettre au Québec de valoriser ses capacités, ses expertises, son expertise et ses pouvoirs sur la scène internationale. Comme je dois le faire, évidemment, à tous nos événements, je veux remercier nos partenaires, donc notamment le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour leur soutien pour la réalisation de ce deuxième année d'activité des rendez-vous Gérin-Lajoie. Évidemment, l'Université du Québec à Montréal, la Faculté de sciences politiques et droit de l'UQAM, ainsi que le Conseil des relations internationales de Montréal. Et de façon plus particulière aujourd'hui, évidemment, je veux remercier notre partenaire de longue date et du jour en particulier, donc la Fondation Paul Gérin-Lajoie, ainsi que notre partenaire membre de l'IEIM, la chaire UNESCO de développement curriculaire de l'UQAM. Donc, ce webinaire d'aujourd'hui, on n'y échappe pas au niveau de la pandémie, donc de l'impact de la pandémie. Pour celles et ceux qui nous ont suivis ces derniers jours, on a regardé dans un premier temps donc, les enjeux liés, la comparaison au regard croisé avec notamment le docteur Arruda entre la gestion de la crise ici et la gestion de la crise au Japon. On a ensuite eu un regard sur l'impact économique avec Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC. Et hier, on a eu une conversation également au sujet de l'impact de la pandémie sur d'autres enjeux. On en aura d'autres cette semaine. Bref, c'est la pandémie qui est à l'ordre du jour, donc l'impact de cette situation-là. Et dans ce cas-ci, sur l'éducation ou sur les différents modèles d'éducation. On sait à quel point les enfants, les jeunes, les moins jeunes, bref, l'ensemble des systèmes éducatifs dans le monde, ici comme ailleurs, ont été affectés par ce qui se passe tant dans l'enseignement, dans la didactique, bref, dans un ensemble de paramètres que je vais laisser d'ailleurs nos invités vous présenter. Donc, ça sera une conversation de type webinaire dans laquelle il y aura dans un premier temps des échanges entre les experts et je vais laisser la parole à notre animateur du jour, à mon ami de longue date et président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Monsieur François Gérin-Lajoie, voilà, qui vient d'apparaître. Bonjour François. Alors, Monsieur Gérin-Lajoie me permet de prendre une petite seconde, évidemment, pour te présenter. Compte, je ne dirais pas combien d'années d'expérience, mais quand même plusieurs, quelques décennies, disons ça comme ça, à l'international à titre d'expert en financement, entrepreneurship, en employabilité, commercialisation, au sein de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, évidemment, qui est une ONG vouée essentiellement ou presque essentiellement aux enjeux d'éducation dans le monde, même également ici. Et on connaît la Fondation Paul Gérin-Lajoie ici, notamment avec la fameuse dictée PGL, de l'acronyme Paul Gérin-Lajoie. Donc, je vais laisser la parole à François pour l'animation du panel et je vais aussi lui laisser le plaisir de présenter nos invités de ce webinaire-là. Je vais vous demander déjà d'entrée de jeu d'être concis dans vos réponses. On a un enjeu de temps. On veut s'assurer de préserver, évidemment, un échange le plus possible riche entre les participants. Alors, dans vos présentations, dans vos échanges, évidemment, on va essayer d'être le plus bref possible pour laisser le temps aux échanges de pouvoir se faire dans la durée que nous avons. Alors, je laisse François prendre la suite des choses et je vous souhaite un excellent panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Écoute, je suis évidemment très fier et puis très honoré là, de faire partie de ces deuxièmes rendez-vous Gérin-Lajoie. Et je ne le dis pas strictement en mon nom, je le dis aussi au nom de la famille rapprochée de Paul Gérin-Lajoie.
C'est important que vous sachiez que lorsque François Audet et ses collègues ont pensé à ces rendez-vous, la première chose qu'il a fait, c'est vraiment de m'appeler, de me demander un peu mon appui et puis de me demander si au niveau de ma famille, tout était correct de démarrer ces rendez-vous Gérin-Lajoie. Alors, c'était fort apprécié de l'ensemble de la famille Gérin-Lajoie, je peux vous le dire. Et puis, on est content d'être là aujourd'hui, à titre de membre de la famille, évidemment. Mais aussi, on veut juste souhaiter longue vie à ces rendez-vous Gérin-Lajoie. Donc, et par ricochet, je vais dire aussi longue vie à l'IAIM, évidemment, qui est le promoteur principal de ces rendez-vous. Et je voudrais saluer aussi le président et ami de la Fondation, Bernard de Rome. Alors, sur ce, je vais tout de suite passer aussi au déroulement d'aujourd'hui, avant de faire mon mot d'introduction tout à l'heure, mais je vais passer au déroulement et la présentation de nos panélistes. Alors, si vous permettez, dans un premier temps, dans le cadre du premier tour de table, chaque panéliste fera une présentation de 8 à 10 minutes en lien avec son expertise. Une discussion s'engagera ensuite entre les panélistes pour mettre en lumière différents impacts qui touchent les différents modèles d'éducation et ce qu'ils envisagent pour l'avenir. Et nous avons établi 2 questions préalables, mais évidemment, vous pourrez poser vos questions sur le chatting. Alors, je vous présente celui qui est quand même le co-hôte avec moi de ce panel. Alors, Patrick Charland. Patrick Charland, qui est professeur titulaire du département de didactique de l'UQAM. Depuis plus de 15 ans, il a développé une expertise en développement curriculaire, et de même qu'en formation initiale et continue d'enseignants du primaire, du secondaire et de l'universitaire au Québec, comme à l'international. Il est co-titulaire de la chaire UNESCO du développement curriculaire, dont les travaux s'orientent notamment vers des contextes particuliers, à savoir les systèmes éducatifs en contexte d'urgence ou de reconstruction. Il dressera donc un état des lieux sur l'impact global de la crise et sur les systèmes éducatifs. Sophie Daou. Sophie Daou est conseillère en éducation et coordonnatrice du développement des programmes pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Elle cumule plus de 10 ans d'expérience dans la recherche, le développement et la gestion d'initiatives dans le secteur de l'éducation en Afrique subsaharienne. Elle a coordonné le développement d'initiatives et de plans de réponse à la crise de la COVID-19 dans les différents pays d'intervention de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Son intervention présentera l'impact de cette crise sur les élèves, en particulier sur les filles et sur leur apprentissage du point de vue d'un organisme de coopération internationale et de ses partenaires. Rino Lévesque, bon ami, est le fondateur et leader de Idée Éducation entrepreneuriale, que j'ai le plaisir également de présider au sein du conseil d'administration. Il est également l'auteur et créateur de l'École communautaire entrepreneuriale, aussi connue sous la dénomination de l'École communautaire entrepreneuriale consciente. Il fut nommé ambassadeur international de l'OCDE pour l'éducation entrepreneuriale chez les jeunes en 2014. Récipiendaire de nombreux prix, son concept d'enseignement est également reconnu par l'UNESCO, Commission canadienne, à titre de modèle innovant, inclusif, de bonnes pratiques et d'éducation à la paix, et par Microsoft Corp, à titre d'école innovatrice. Marine Auger, qui nous joint de France, de chez elle à Paris, est conseillère en gestion, innovation et entrepreneuriat conscient. Elle accompagne les organisations et leurs dirigeants en France et à l'international pour développer une approche managériale plus humaniste et porteuse de sens, depuis plus de 15 ans. Sa vision et son approche portent les caractéristiques d'un entrepreneuriat se voulant plus conscient et plus responsable, qui place l'humain et sa créativité en tant qu'atout indispensable au succès de quelconque entreprise, institution ou école. Auteure de plusieurs ouvrages sur ces thèmes, elle intervient en tant que conférencière dans différents pays et comme chargée de cours au sein de grandes écoles. Alors voilà nos panélistes aujourd'hui. Alors si vous me permettez, pour un petit peu compléter ce que nous disait François Audet tout à l'heure, alors quand j'ai reçu la première information des rendez-vous Gérin-Lajoie cette année, qu'on parlait de pandémie et d'économie, avec le conférencier invité Pascal Lamy, je me suis dit tout de suite que l'éducation avait droit au chapitre. En fait, dans notre jeune histoire, nous les baby boomers et les générations qui suivent, la pandémie, le COVID-19 est certes notre première grande crise. Et en plus, elle touche la planète dans son entité. En fait, de mémoire d'homme, c'est la première fois, comme le disait François tantôt, que l'on porte autant d'attention sur la santé, l'économie et l'éducation
et que le même poids médiatique est accordé à ces trois secteurs vitaux de l'histoire moderne. Deuxième point pour lequel je voulais absolument monter un panel. En éducation, tout a bousculé. Tout a bousculé à partir du 13 mars dernier. On s'en souvient très bien. Si je prends l'exemple du Québec, en moins de 2 mois, on a fermé nos écoles et fait place à l'école ouverte en ligne. Il faut le faire et il faut saluer le génie créateur québécois. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'école ouverte a été un succès phénoménal. À la Fondation Paul Gérin-Lajoie, nous étions en plein démarrage avec Affaires mondiales Canada sur 2 grands nouveaux chantiers. Le tout a dû être réajusté à l'intérieur de 2 mois d'intenses discussions, encore une fois, sur plateforme numérique. Donc, clairement, nos agendas et nos façons de faire ont été complètement bousculés et je me suis dit qu'il fallait en parler et je trouvais que les rendez-vous Gérin-Lajoie me donnaient cette chance inouïe. Et finalement, sur un plan peut-être un peu plus personnel, je vais vous surprendre, mais Paul Gérin-Lajoie était aussi un extraordinaire économiste. En 1970, après évidemment son séjour au gouvernement québécois, alors vice-président de la Commission des prix et des revenus, par la suite il était nommé à l'ACDI, PGL, Paul Gérin-Lajoie, a écrit une série d'articles pour les journaux Montréal Star et La Presse, traitant d'économie et d'éducation. Alors, je vais vous lire 2 extraits que l'on retrouve dans Le défi de changer les choses, l'anthologie des meilleurs discours de Paul Gérin-Lajoie. Alors, si vous me permettez, vous voyez le livre. Alors, l'école doit préparer au marché du travail. Que le développement de la vie économique et de la prospérité générale soit lié au développement de l'éducation, cela n'est plus mis en doute par personne, ou à peu près. Tout accroissement de l'éducation, quel qu'il soit, a une valeur en soi, tant pour l'individu que pour la collectivité. Mais il a aussi une valeur d'entraînement, une valeur de moteur qui accélère le progrès économique. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que toutes les formes d'éducation ou de formation n'ont pas une égale valeur dans notre société. Pour donner un rendement économique maximum, l'éducation doit être faite le plus possible en fonction des emplois disponibles ou à venir. Le problème primordial est d'ailleurs celui-ci, c'est le fossé qui sépare l'école et le monde du travail. Alors voilà pourquoi j'ai voulu réunir autour de cette table un panel qui va nous parler, oui, de l'école, oui, de l'éducation, mais qui va aussi nous parler de travail et d'entreprise. Je passe tout de suite la parole à notre premier conférencier. Patrick, c'est à ton tour. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci François d'avoir pris le lead de l'organisation de ce panel. Évidemment, merci là, à toute l'équipe de l'IEIM qui a pu en faire la promotion et qui organise là, annuellement ces rencontres. Peut-être avant de commencer mon propos là, sur l'impact global de la pandémie dans les systèmes éducatifs, préciser donc quelques mots sur la chaire là, que j'ai la chance de co-diriger avec mon collègue Stéphane Cyr. Donc, la chaire UNESCO de développement curriculaire a été créée en 2009 et son mandat était de soutenir différents systèmes éducatifs dans leurs divers développements curriculaires, autant dans leurs programmes d'études qu'en formation d'enseignants, que dans l'élaboration cohérente de matériel didactique et pédagogique qui s'en suivent. En 2017, la chaire a été renouvelée et on a notamment ajouté, je dirais, une orientation précise orientée sur le contexte récent qui est celui de l'éducation en situation d'urgence, notamment par l'embauche et l'entremise de mon collègue Olivier Arvizet qui travaille avec nous depuis. Et c'est dans ce contexte où, au début de la pandémie, on a été extrêmement sollicité de par notre expertise en éducation en situation d'urgence. Les travaux de la chaire se sont retournés finalement sur le contexte plus local ou national au Québec. Et notre expertise à l'international était soudainement intéressante à l'égard des enjeux pandémiques et de la crise internationale qui était vécue. On a donc participé beaucoup au débat public. On a mené une recension systématique des écrits sur les impacts de la COVID dans les systèmes éducatifs. Puis à noter aussi qu'on est au démarrage d'un financement récent d'un CRSH engagement partenarial avec le ministère de l'Éducation où dans 3 centres de services scolaires, on visera à mesurer, à évaluer les impacts de la COVID sur les écoles, donc les administrateurs, les directions, les enseignants et évidemment les élèves.
Donc, le mandat de ma courte présentation de 10 minutes d'aujourd'hui est grand, hein, de dresser un état des lieux sur les impacts de la crise à travers différents systèmes éducatifs. Évidemment, différents angles seront pris pour ce faire. Peut-être de manière globale, comme le dit François Audet et François Gérin-Lajoie, hein, qu'il s'agit d'un événement inégalé, que la pandémie aura eu des impacts là, jamais aussi grands depuis la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez qu'au pic de la première vague, là, quand on regarde les données de l'Institut de la statistique de l'UNESCO, on voit que le pic est autour du 24 avril 2020, où il y avait environ 1,5 million d'apprenants qui ont été affectés. Ça représente environ 84,5 % des apprenants officiels dans 166 pays qui ont complètement fermé toutes leurs institutions, à savoir les écoles et les universités. Rapport fort intéressant qui m'aide, je dirais, à construire cette présentation est une enquête conjointe entre l'UNICEF, l'UNESCO et la Banque mondiale publiée à la fin octobre dernier, où on a sondé 149 ministères de l'éducation à l'international de manière à tenter là, d'évaluer les impacts de la COVID, mais aussi, et c'est dans le sens du panel, d'identifier si certains, je dirais, niveau de richesse où le statut socio-économique de certains systèmes était affecté différemment et comment dans les différents pays. Premier élément ou premier impact là, qui est important de mentionner, évidemment, le premier auquel on pense est celui qu'on appellera la perte d'opportunité d'apprentissage. Donc, à l'international, en moyenne, on rapporte que c'est 47 journées in situ qui ont été annulées dans la dernière année scolaire, ce qui représente environ, pour la majorité des systèmes éducatifs, le tiers de l'année. L'Institut de la statistique de l'UNESCO, dans un autre rapport, rappelle là, que les perturbations ont été surtout graves pour les jeunes enfants, hein, pour qui ils ont vécu des perturbations dans leurs premiers apprentissages non consolidés et que ces jeunes enfants-là ont le plus besoin d'un enseignement qu'on appellera de contact, qui reçoivent et que ces enfants-là, souvent, dans certains pays, vont recevoir différents repas par l'intermédiaire de l'école et que leurs besoins ont été particulièrement affectés dans des pays en développement. Rappelez aussi que le choc économique de la pandémie a mis des budgets de l'éducation sous pression, puis a aggravé aussi la pauvreté d'un bon nombre de ménages sur la planète, puis que ces facteurs, donc, ce facteur-là ou ces facteurs-là ont évidemment un impact aussi, et c'est répertorié sur l'apprentissage. Il est important là, de mentionner que pour beaucoup d'élèves, les 47 journées ratées ou les moments ou les apprentissages qui n'ont pas pu être réalisés sont rattrapables. Qu'au final, avec le travail constant des enseignants en début d'année puis différents aménagements dans l'année scolaire, il sera possible là, de ramener les élèves sur la bonne voie. Par contre, beaucoup de rapports font valoir que pour des élèves en difficulté, qui étaient déjà en difficulté, ces 47 journées-là représentent presque toute une année scolaire de perdu et que dans les hypothèses actuelles qui sont à valider et à vérifier, on s'attend à d'énormes taux de décrochage scolaire à travers le monde. Deuxième impact qui est mineur, somme toute, au global et qui est peut-être évident, on a assisté à travers la planète à l'annulation de toutes les épreuves d'évaluation nationale, sauf dans quelques pays, ce qui est évidemment pertinent parce que des élèves qui ratent la moitié de leur année ou le tiers de leur année, c'est difficile ensuite de procéder à une évaluation juste de ce qu'ils ont appris. Mais d'une manière globale, cette annulation des évaluations nationales-là est un peu malheureuse parce qu'il aurait pu, pour le chercheur que je suis, être extrêmement intéressant de mesurer ou de prendre déjà une base de données pour évaluer les premiers impacts de cette crise-là, ce qui sera difficilement ou pas facilement faisable pour l'an passé et même, je dirais, dans l'année éducative qui est à venir. Troisième impact, l'idée d'introduction de modalités d'apprentissage à distance. Beaucoup de pays à haut revenu ont mis en place des modalités en ligne. Par contre, dans des pays où les connexions sont plus difficiles, les stratégies ont été plutôt de passer par la télévision, la radio ou différents kits qui ont été distribués dans certaines familles. La majorité des pays ont mis en place donc des modalités pour favoriser l'accès à l'apprentissage en ligne, et ce, même au Nord. Par contre, là, l'UNICEF rappelle que le tiers des pays à plus faible revenu n'ont absolument introduit aucune mesure en ce sens, ce qui a pu contribuer à exacerber les inégalités qui étaient déjà présentes entre les familles des enfants les plus riches versus celles des plus pauvres.
Au niveau des enseignants, dans 3/4 des pays, les enseignants ont continué, je dirais, normalement à enseigner. C'est le cas dans 90% des pays les plus riches, mais c'est le cas dans seulement 40 pays des pays à faible revenu. Beaucoup de pays ont senti le besoin, dans un contexte, je dirais, de pénurie mondiale d'enseignants où l'UNESCO relève depuis bon nombre d'années que nous sommes à combler là, des millions d'enseignants d'ici 2030. Donc, on a dû embaucher dans beaucoup de pays, en fait 50 pays, dans 50% des pays les plus riches, on a dû enseigner et je dirais recruter davantage d'enseignants pour soutenir les retours à l'école éventuels, mais ça n'a pas été possible dans les pays à faible revenu. Beaucoup d'enseignants ont rapporté et rapportent actuellement un alourdissement considérable de leurs tâches. Pour ces enseignants-là, c'est un problème qui est inquiétant dans la mesure où les niveaux de stress et d'anxiété dans un certain nombre d'études et à l'international et au niveau canadien sont présentés comme étant relativement élevés, ce qui fait qu'en termes de santé des enseignants, il y a des inquiétudes là, qui sont à prévoir quant à de potentielles difficultés pour ces enseignants-là et voire différentes maladies qui pourraient amener les enseignants à tomber en congé. En termes de mesures de soutien pour les parents, 3/4 des pays ont mis en place des mesures de soutien aux familles, à savoir des guides de pédagogiques, des listes de priorités, différents matériels, différentes activités. Il a été relevé, puis somme toute, que bien que souvent on a mis en place ces différentes priorités-là ou ces différentes activités, beaucoup de familles se sont senties stressées ou anxieuses à l'égard de ne pas être capables de réaliser les attentes. On a dénoncé le fait qu'il y avait souvent plutôt un listing d'activités qui était peu organisé et ce qui rendait, je dirais, les listes plus ou moins productives pour les familles et ce qui a fait en sorte que beaucoup de familles ont ressenti beaucoup de lourdeur et des difficultés de réaliser pleinement les activités proposées. Il est à noter qu'un tiers des pays à faible revenu n'ont rien introduit comme mesure de soutien aux familles. À noter aussi une étude récente en Suisse où on présente une distinction fort intéressante entre le fait qu'il y a eu dans beaucoup de pays une école dite à la maison, mais non pas une formation à distance qui était, je dirais, organisée et menée par les enseignants eux-mêmes. Le fardeau éducatif, entre guillemets, était projeté sur les familles. Peut-être en conclusion, donc, rappelez que l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale soutiennent que la réponse éducative des gouvernements a été de nature à exacerber les inégalités sociales qui étaient déjà observées dans bon nombre de systèmes éducatifs, que dans l'avenir, ces organisations insistent sur l'importance de la recherche pour bien monitorer le décrochage scolaire et de mieux comprendre les dynamiques d'apprentissage en ligne qui pourraient être mises en place dans le cas où la pandémie venait qu'à perdurer dans le temps. Qu'il est important de diffuser les bons coups, hein, les bons coups en termes de plans de réponse à la COVID qui ont été peut-être les plus efficaces et les plus facilement implantables, les bons coups en termes des mesures sanitaires qui sont mises en place et qui vont venir intervenir le moins possible sur les mécaniques pédagogiques ou didactiques des enseignants en salle de classe, qui est important aussi de diffuser les bons coups en termes des formations efficaces des enseignants qui soudainement ont pas eu le choix que d'améliorer à vitesse grand V toutes leurs compétences en termes de compétences numériques et qu'il est important de diffuser aussi les plans d'action qui vont être liés au bien-être des acteurs des systèmes éducatifs qui sont, comme je le disais tantôt, susceptibles d'être grandement affectés par le travail considérable du contexte actuel. Je terminerai peut-être en rappelant que traditionnellement, l'école était perçue dans son rôle d'instruction et de qualification et que la pandémie aura certes mis en lumière l'importance considérable de la socialisation des enfants et des adolescents. Qu'il est important de rappeler que le rôle de l'école n'est pas seulement celui d'instruire et de faire passer des examens aux enfants et qu'ils réussissent avec une note acceptable, mais que le rôle a aussi constitue aussi un rôle de filet de sécurité
pour des enfants dits vulnérables, qu'elle permet aussi un certain soutien alimentaire, qu'elle permet différents services périphériques comme l'orthopédagogie, des services psychologiques, des services d'éducation spécialisés, etc., et qui a donc un rôle de protection de la jeunesse qui est important. Et de mon point de vue, c'est la raison pour laquelle, de par le monde, les gouvernements mettent actuellement en place différentes mesures sanitaires, mais pour lesquelles les priorités d'ouverture des écoles sont placées en tête de liste et souvent secondaires par rapport à d'autres dimensions sociales qui sont peut-être pour lesquelles la pandémie va nuire à certaines activités, notamment des activités économiques. Donc, c'était mon petit tour de la question et je passerai maintenant la parole à Sophie. Oups, Sophie, tu devrais ouvrir ton micro. Oui, pardon. Donc, je vais juste partager mon écran. Voilà. Donc bonjour. Je travaille pour la Fondation Le Paul Gérin-Lajoie, qui est un organisme de coopération internationale qui intervient principalement dans les secteurs de l'éducation de base, la formation et l'insertion professionnelle en Afrique de l'Ouest, centrale et en Haïti. Donc, depuis le début de la pandémie, dès le début de la pandémie, la Fondation a mis en place une stratégie COVID fondée sur 5 grandes catégories d'actions. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter brièvement certaines conclusions de nos analyses des contextes et impacts observés dans le cadre de nos projets en éducation, ainsi qu'un portrait des grandes lignes de nos plans de riposte à court, moyen et long terme. Donc, nos constats au cours des derniers mois peuvent se résumer en 3 grands points. Premièrement, comme Patrick Charland vient de le démontrer, la pandémie a en effet provoqué une, ce n'est la plus importante perturbation de l'éducation à l'échelle mondiale, mais aussi des systèmes d'encadrement social des enfants. Donc, la pandémie menace en fait des décennies de progrès dans le secteur de l'éducation, en particulier vers l'égalité des genres. L'UNESCO estime d'ailleurs que ce sont plus de 11 millions de filles et de jeunes femmes qui risquent de ne pas retourner à l'école seulement pour cette année. Deuxièmement, malgré ce constat plus général, il est important de contextualiser les effets négatifs immédiats de la crise. Donc, dans le cadre de nos projets, là, on a remarqué que les impacts ont pu être différents d'un pays à un autre et d'un secteur de l'éducation à un autre. Ces impacts ont parfois découlé, oui, des mesures de prévention de la propagation de la COVID qui ont été mises en place par les gouvernements, notamment les mesures de confinement ou de fermeture des écoles dont on a beaucoup parlé, mais parfois davantage des impacts économiques de la crise qui influencent et vont continuer d'influencer sur le long terme la demande et l'offre d'éducation. Et troisièmement, on a remarqué qu'il était nécessaire d'apporter des réponses aux besoins immédiats et d'assurer une continuité des apprentissages, mais aussi de saisir la crise comme une opportunité pour questionner les systèmes éducatifs actuels en matière de contenu, en matière de façon d'assurer l'éducation, puis en matière d'équité et d'inclusion, et ce, afin de reconstruire en mieux ce qui a été avancé là aussi par plusieurs grandes organisations internationales, notamment la Banque mondiale ou l'UNESCO. Donc, pour démontrer le deuxième constat concernant les impacts immédiats différenciés selon les contextes, je voulais vous donner quelques exemples concrets. Donc, le premier exemple s'inscrit dans notre projet EduFemmes, donc Éducation des filles pour un avenir meilleur dans la région des Grands Lacs. C'est un projet qui a démarré, là, comme François Gérin-Lajoie l'a dit, tout juste avant la crise, donc en décembre 2019, qui se déroule au Burundi, au Rwanda et en RDC. On est ici là, dans le secteur de l'éducation primaire, secondaire, dans un contexte d'école desservant les populations réfugiées, déplacées, rapatriées. Donc, le Rwanda, qui est l'exemple 1, est un exemple là, où on peut voir des impacts immédiats sur nos bénéficiaires qui ont découlé grandement des mesures de prévention de la propagation de la COVID qui ont été mises en place. Donc, le Rwanda a opté pour des mesures strictes, fermeture des écoles dès le 15 mars, confinement. Et comme on peut voir là, sur la carte, il fait partie des quelques pays là, en Afrique qui n'ont toujours pas réouvert entièrement leurs écoles. Donc, d'ailleurs, dans la zone de notre projet, là, qui est le camp de Mama et les écoles hautes environnantes, là, les écoles sont toujours fermées. On parle donc d'impact important, l'interruption des apprentissages de plus de 5 mois. On a remarqué que nos bénéficiaires ont peu accès là, aux programmes d'apprentissage à distance nationaux, là, que ce soit par la radio, par la télévision. Nos partenaires sur le terrain voient déjà une augmentation des cas de violence sexuelle et basée sur le genre et de grossesse précoce ou non désirée des adolescentes, dû entre autres au confinement du camp de réfugiés.
et on craint là, une augmentation des abandons scolaires lorsque les écoles vont réouvrir. Un peu à l'opposé, dans le cadre du même projet, on a le cas du Burundi, qui était en contexte d'élection présidentielle au moment de la première vague de la COVID. Donc, l'ancien président prétendait que le Burundi serait un peu épargné de la crise, puis a opté pour des mesures de prévention de la propagation beaucoup moins strictes que le Rwanda. Donc, la campagne électorale pouvait aller de l'avant, tout comme les rassemblements. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de fermeture d'école. Je vous ai mis la carte aussi là, de l'UNESCO qui suit l'ouverture des écoles. Puis on voit bien qu'au 1er avril, qui était en pleine première vague, le Burundi était le seul pays de l'Afrique dont les écoles étaient entièrement ouvertes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact de la crise, mais ici, on suit là, davantage des effets négatifs pouvant découler des impacts économiques associés à la crise plutôt que des impacts là, associés à la fermeture des écoles. La Fondation a aussi analysé les impacts de la crise dans le secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, qui a été grandement touché, mais dont on parle beaucoup moins. Donc, dans le cadre, par exemple, de notre projet d'insertion durable des jeunes diplômés du secteur agropastoral qui se déroule au Bénin, au Mali et en Haïti, on a aussi vu des impacts plutôt mitigés par rapport aux pertes d'apprentissage. Donc, le Bénin, là, comme on le voit sur la carte, a oui fermé ses écoles le 30 mars, mais a été parmi les premiers pays à réouvrir ces écoles, donc au mois de mai. Donc, on voit qu'il y avait seulement ici le Bénin et Madagascar de l'Afrique. Donc, ça incluait les lycées techniques agricoles avec lesquels on travaille. Puis, l'année scolaire a simplement été prolongée pour éviter les pertes d'apprentissage. Dans le cadre du même projet au Mali, la période de fermeture des centres de formation professionnelle qu'on cible a coïncidé là, avec la période des vacances scolaires. Par contre, encore une fois, on suit les impacts économiques de la crise qui ne sont pas à négliger puisqu'ils influenceront, par exemple, les chances pour les diplômés de ces établissements-là de s'insérer sur le marché du travail ou encore là, de mettre sur pied des entreprises. Donc, les quelques exemples présentés démontrent bien que les impacts ont été différents d'un pays à l'autre et qu'il faut s'intéresser aussi dans le secteur de l'éducation, pas seulement à la fermeture des écoles, mais aussi aux impacts qu'on peut qualifier davantage d'économiques liés à la crise. Face à cette situation-là, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie a développé des plans de riposte différents en tenant compte des impacts réels observés sur le terrain. À court terme, ça voulait dire de fournir des informations fiables adaptées au contexte de la COVID pour les bénéficiaires. Ça voulait dire aussi de prévenir les pertes d'apprentissage en mettant en place des stratégies d'apprentissage à distance inclusives lorsqu'il y a eu fermeture des écoles. À moyen terme, on se trouvait en gestion de la continuité, donc tout ce qui était préparé et appuyer la réouverture des écoles en privilégiant bien sûr la sécurité et la protection de tous. À long terme, la Fondation s'inscrit dans une perspective d'améliorer la résilience des systèmes éducatifs. Donc, concrètement, ça veut dire que dans nos plans de riposte, on est venu aussi inclure des mesures pour mieux préparer les écoles, les établissements d'enseignement, une formation technique et professionnelle à faire face à de futures crises. Et enfin, conformément à notre troisième constat, on considère, à l'instar de plusieurs organisations internationales, que la crise représente également une opportunité de questionner et d'améliorer les modèles d'éducation à long terme. Donc, par exemple, c'est l'occasion de repenser le rôle, le contenu, la pertinence de l'apprentissage. En matière d'éducation de base, ça peut vouloir dire, par exemple, de se poser la question, est-ce qu'on a besoin maintenant d'une éducation qui va au-delà de la transmission des compétences de base, mais qui conduit réellement à des actions favorisant le développement durable, la promotion de la santé? En matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle, on a vu un besoin plus grand d'assurer le développement de compétences entrepreneuriales et numériques des jeunes et aussi de répondre aux nouvelles demandes du marché du travail qui connaît des mutations importantes actuelles avec des secteurs qui connaissent des pics comme le secteur de la santé, la technologie ou l'agriculture. La crise, c'est aussi l'occasion de repenser la façon d'assurer l'éducation, les modalités de mise en œuvre de l'éducation. Donc, par exemple, comment pouvons-nous mieux à l'avenir mobiliser le potentiel de l'apprentissage familial intergénérationnel, donc l'apprentissage à domicile, comment est-ce qu'on peut mieux combler la fracture numérique entre les genres et comment est-ce qu'on peut mieux renforcer la formation initiale et continue des enseignants, notamment pour inclure le volet des technologies ou des compétences socio-émotionnelles, par exemple. La crise a démontré qu'il continuera d'être prioritaire d'améliorer nos systèmes éducatifs en réduisant les écarts en matière d'équité et d'inclusion qui sont aujourd'hui devenus
encore plus manifeste. Puis enfin, en conclusion, je dirais, oui, améliorer nos systèmes éducatifs, et ce, en se basant sur les données probantes de ce qui aura fonctionné, notamment en matière de technologie, mais sans toutefois détourner notre attention des problèmes structurels fondamentaux qui existaient bien avant la pandémie, notamment la crise de l'apprentissage. Donc, je vous remercie de votre attention. Pour en savoir plus sur nos actions, vous pouvez visiter notre site web. Et puis, je passerai maintenant la parole à M. Rino Lévesque. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vais faire un petit test pour commencer. Est-ce quelqu'un qui peut me signaler que... Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Rino Lévesque. Je suis fondateur de l'organisation Idée Éducation entrepreneuriale. François l'a présenté tout à l'heure. Peut-être tout de suite, d'emblée, vous situer par rapport à ce qu'est notre organisation. Idée Éducation entrepreneuriale, c'est une organisation à but non lucratif. Et on évolue, nous autres, c'est qu'on accompagne des écoles dans leur transformation à partir d'approches innovantes en éducation et notamment à partir d'une approche qu'on appelle l'entrepreneuriat conscient, que je vais tenter de vous expliquer dans les prochaines minutes un tout petit peu. Et d'une part, notre organisation déjà aussi accompagne des écoles dans plus d'une vingtaine de commissions scolaires au Québec avec lesquelles on a des ententes. On a de plus en plus de commissions scolaires avec lesquelles, c'est-à-dire maintenant des centres, excusez-moi, des centres scolaires, des centres de services scolaires. Voilà, il ne faut pas se tromper. On le fait au primaire, au secondaire, en formation professionnelle, même avec l'éducation aux adultes. On fait ce type d'accompagnement-là également dans d'autres provinces canadiennes, dans 4 provinces actuellement au total. On œuvre également à l'international, maintenant dans plus de 8 pays, notamment en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc voilà, pour peut-être vous situer par rapport à ce que l'on fait. D'emblée, j'ai envie de dire quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure. Vous savez, quand on regarde le système d'éducation depuis une bonne vingtaine d'années sûrement, mais en tout cas peut-être de manière plus marquée depuis une dizaine ou une douzaine d'années, on était déjà devant une crise, comme d'autres disent, hein, c'est pas moi qui le dis, là, devant probablement une crise mondiale de l'éducation. Et ça fait un bon moment que ça court. Évidemment, la pandémie qui est arrivée à souligner à double, à triple, à quadruple trait cette caractéristique-là. On l'a vu en raison des compétences numériques hein, qui étaient défaillantes à bien des endroits où on n'était pas prêt, au fond. On a dû se tourner je dirais, sur un dissous très rapidement dans le monde de l'éducation. Nous, comme on accompagnait à travers le monde et on l'accompagnait déjà en mode numérique dans certains égards, mais souvent aussi en présentiel, bien, ça a créé pas mal de perturbations. D'ailleurs, le premier constat, c'est que toutes les écoles qu'on accompagne, sans exception sur les 3 continents où on est, ont toutes fermé leurs portes pendant un certain temps. Il y a dû donc faire de la réorganisation. Mais en gros, là, j'aimerais attirer votre attention. Quand je parle de crise mondiale d'éducation, c'est sur un problème finalement d'équilibre. Un problème d'équilibre qui est frappant. Et on l'a vu là, beaucoup justement dans les derniers mois, entre cette notion même de l'école, qui est la forme scolaire, hein, elle scolarise l'école fondamentalement. Mais il y a cet équilibre qui manque entre pour arriver à une école aussi qui éduquerait de manière plus globale, qui s'intéresserait à des compétences, je dirais, plus globales. On parle souvent des compétences du 21e siècle. Nous, on parle aussi de compétences entrepreneuriales conscientes, qui incluent le numérique, qui va inclure la littératie financière, qui va inclure des connaissances et des savoir-faire en environnement et aussi pour le développement durable. Une école qui va considérer maintenant, on le voit là avec la pandémie, la santé mentale des gens aussi. Donc, nous, quand on a vu cette situation-là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a lancé justement Bonheur à l'école. C'est pas du tout spirituel, je vais vous assurer. C'est vraiment une démarche scientifique qui est proposée pour amener un meilleur équilibre, par exemple, améliorer le mieux-être à l'intérieur, le leadership positif, améliorer les questions de résilience, de sorte que il y ait plus d'équilibre
à l'intérieur de l'école. Parce qu'on sait une chose très clairement aujourd'hui, c'est que les écoles qui contribuent à plus de bien-être, ben, plus de bien-être donne plus d'engagement. Et plus de bien-être et plus d'engagement donne plus de réussite. C'est une logique en soi. Et à tout focuser, par exemple, sur la scolarisation ou à trop focuser sur la scolarisation en oubliant le reste, mais c'est cet équilibre qui en prend un coup. Et c'est d'ailleurs tout ce qui est derrière cette crise mondiale de l'éducation depuis de nombreuses années, où on a des gens de partout, des experts, autant les Nations Unies, autant au sein de l'OCDE, autant dans toutes sortes de domaines, qui disent que l'école ne peut pas continuer comme elle le fait. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas quelques années, ça ne fait pas très longtemps, il y a un sondage mondial qui était posé aux entrepreneurs, pas qu'à des entrepreneurs, à toutes sortes d'organisations, pour savoir ce qu'on cherche comme employé maintenant. Que voulons-nous aller chercher comme personne à s'adjoindre dans une organisation? Eh bien, il est sorti plusieurs choses, mais il y a 5 éléments majeurs qui sortaient. On disait être plus curieux, donc on cherche des gens curieux. On disait passionné. On mentionnait aussi d'être créatif, d'être porteur d'un projet personnel et d'être social. On pourrait se dire porteur d'un projet personnel et social. C'est que finalement, on a besoin de plus d'équilibre. On a besoin des gens qui sont bien et qui peuvent nous amener, parce que beaucoup de choses peuvent s'apprendre au travail. Et on ne peut pas tout apprendre à l'université ou tout apprendre à l'école. Donc, il y a des éléments actuellement qui échappent à l'école depuis longtemps, depuis 170 ans sans doute, puisque c'est cimenté cette école-là qu'on connaît autour de cette scolarisation-là. Donc, nous, voyant la crise qui arrivait, c'était au mois de mars, on a lancé une initiative qui s'appelait J'ai une idée, s'entreprendre et s'engager à la maison, à l'école et dans son entourage. Donc, c'est complètement numérique, une plateforme qui avait une animation qui partait à tous les lundis matins avec une équipe d'enseignants, une enseignante du primaire, un enseignant du secondaire, venait animer une thématique autour d'une dimension, autour d'une question, qui, elle, amenait faisait germer des idées, si vous voulez, dans la tête des enfants qui étaient branchés, ou encore qui allaient se brancher plus tard parce que tout est enregistré, ils pouvaient le réécouter durant la semaine. Et c'était un déclencheur d'idées entrepreneuriales. Il y a eu des idées qui sont, par exemple, des projets qui sont faits autour de l'entrepreneuriat sanitaire, notamment des savons qui ont été inventés, des nettoyants qui ont été inventés, qui ont été fabriqués à la maison ou fabriqués à l'école, parce que peu après, vous vous souviendrez qu'au Québec, par exemple, les enfants, au primaire, en tout cas, ont commencé à aller à l'école. Un certain nombre, pas tous, mais plusieurs se sont mis à aller à l'école. Donc, j'ai une idée. Notre étonnement, on s'est développé une plateforme dans d'un mois. On a dû se remettre en place une nouvelle plateforme, même parce qu'il y avait un achalandage de plus en plus important, qui nous venait, parce que la plateforme était ouverte. Donc, on avait des gens de l'Ontario, du Québec, d'Afrique, d'Europe qui se branchaient et qui venaient s'inspirer des capsules qui étaient montées. Et ça a donné toutes sortes de projets absolument incroyables et qui ont venu dynamiser les choses. Parce qu'à la maison, comme à l'école, lorsqu'on concentrait, par exemple, nous, on voyait, là, on disait, bon, on va s'assurer de faire le minimum 1 heure, 2 heures de mathématiques français tous les jours, mais tout le reste de la journée n'était pas occupé. Et tout le reste de la journée devenait parfois très lourd lorsque les gens sont enfermés. Et il y avait donc, et ça a vraiment eu un impact sur le bien-être des jeunes, en tout cas de ceux qui ont participé à nos trucs, parce que là, voilà, qui étaient valorisés. Parce que l'entrepreneuriat conscient dont on appelle, nous, c'est l'idée même de développer, de faire en sorte que les jeunes vont apprendre à s'entreprendre, à entreprendre, à créer de l'innovation. Donc, ils viennent se valoriser, de le faire de façon consciente, de façon responsable, de manière autonome, mais d'être valorisés par ce qu'ils font. Et puis, ça les engage. Et puis, ça donne du bien-être. Ça génère du bien-être pour eux-mêmes. Donc, ça prend des modes éducatifs, donc, pour y arriver par ailleurs, lorsqu'on arrive à l'école, où il y a une ouverture chez nos enseignants et qui va venir justement dans le sens d'amener, je dirais, un apport clé à l'éducation, à ce qu'on appelle l'éducation globale. Donc, chez Idée Éducation entrepreneuriale, donc, je vous le disais tout à l'heure, on va s'intéresser à la santé, à la culture, à l'économie, l'environnement, le développement durable. Et puis, bien sûr, à la compétence numérique. Je veux dire, on ne peut pas, d'ailleurs, imaginer une culture entrepreneuriale consciente sans la compétence numérique. Mais en même temps, ce que ça nous a fait voir, la dernière crise, c'est que la compétence numérique est absolument essentielle dans nombre de choses.
ne serait-ce que pour recevoir de l'enseignement. L'école ouverte au Québec en a été un exemple extraordinaire. Donc, moi, je suis très heureux de vous présenter ces quelques éléments autour du projet que l'on mène. Et le projet phare qui est le nôtre depuis des années, qui permet d'arriver à cet équilibre entre scolarisé et versus éducation globale. On appelle ça l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Beaucoup l'appellent comme ça, ils ont mis le conscient à la fin parce que c'est l'idée que l'école ne peut plus agir seule. C'est d'agir avec son environnement de vie. Et que pour développer une culture entrepreneuriale qui soit consciente, on veut dire par là qu'un entrepreneuriat plus solidaire, un entrepreneuriat plus responsable, un entrepreneuriat qui va être lié au développement durable, par exemple, à l'environnement, etc. Et en même temps, ça n'empêche pas de faire des affaires, mais à condition que ça soit responsable. Donc, voilà. Je termine en vous disant un exemple ou deux comme ça. Au Bénin, par exemple, on a développé un projet majeur qui a permis à des jeunes de vivre toutes sortes de petites expériences d'entrepreneuriat autour de micro-entreprises qui étaient liées à l'agriculture, à l'entrepreneuriat agroalimentaire. Ils avaient des piscicultures, chacun s'occupait un autre, c'était d'une petite bananeraie ou encore l'élevage d'escargots ou encore de poulets ou de lapins. Parce que le défi au Bénin où on était, c'était d'abord l'accès à l'eau potable et à la nourriture, bien entendu. Donc, lorsqu'on apprend à... Et là, vraiment, ce projet-là était vraiment dans cet esprit du développement durable, apprendre à se débrouiller, puis à s'autosuffire. Hein, c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc, ça, c'est un exemple qui a été extraordinaire et qui continue aujourd'hui après. C'est le projet que je vous raconte a commencé en 2007 et qui se poursuit toujours aujourd'hui. Et puis au Québec, mais de nombreux projets du genre aussi germent dans les écoles publiques, dans les écoles, parce que la plupart de nos écoles sont des écoles publiques, dans la proportion de 98%, il y a à peu près 2 ou 3% d'écoles qui sont des écoles privées qu'on accompagne, parce qu'on accompagne toutes les écoles, sans exception, celles qui sont intéressées par le modèle qu'on avance. Donc voilà, moi je vous remercie, puis je pense que ça présente là, de manière assez claire, là, en tout cas j'espère, ce qu'est le projet que l'on porte actuellement, mais qui lui aussi, comme je le répète, est confronté à cette pandémie et les défis restent énormes actuellement. Nous, ce qu'on a vu beaucoup, en tout cas au Québec, c'est les inégalités, à quel point ils ont été marquantes et à quel point l'école est effectivement un lieu social qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Merci beaucoup. Merci, Rino. Oui, on va passer, je t'ai pas dire, on va passer la parole à Marine, mais bon, voilà, elle est là. Merci, François. Donc, merci pour toutes ces interventions intéressantes. Moi, je vais plutôt, suite à ces différentes interventions, justement, mon angle d'échange avec vous, il s'oriente davantage non plus sur les constats et en termes d'impact, hein, et puis les solutions palliatives que vous avez pu évoquer pour répondre à ces problèmes rencontrés. Je rebondis sur ce que disait Patrick lorsqu'il parlait des bons coups. Je trouve que l'expression est plutôt assez juste. Mon objectif là maintenant, durant ces 10 minutes, c'est plus d'aborder davantage cette problématique sous un angle plus réflexif, en fait, d'anticipation pour favoriser l'adaptation constante à cette pandémie et à ce nouveau contexte dans lequel on est contraint d'évoluer, tant sociétalement que dans le champ entrepreneurial, qu'au niveau scolaire. Parce que, en fait, pour moi, cette pandémie, ce qu'elle nous démontre, c'est que désormais, on n'est plus dans un monde incertain, volatile, ambigu, complexe, comme on s'employait à le nommer jusqu'alors, c'est-à-dire sous l'acronyme VUCA. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, cette pandémie, elle nous démontre qu'on est dans l'imprévisibilité et que c'est maintenant avec l'imprévisibilité qu'on va devoir composer. Et je pense qu'au-delà de pouvoir pallier à l'instant T face à ces problèmes auxquels on est confronté, je pense qu'il est urgent justement d'essayer de s'adapter et d'essayer d'anticiper. Si l'imprévisibilité, par définition, ça ne se prévoit pas, rien ne nous empêche de développer cette capacité, cette intelligence, de pouvoir essayer d'anticiper au mieux pour pouvoir nous adapter constamment et de façon plus ou moins imposée aujourd'hui
pour nous adapter, devenir résilients, etc. Donc aujourd'hui, moi, je participe à cette table ronde parce que mon activité m'amène principalement à travailler dans les entreprises, donc en France, plutôt toute typologie d'entreprise. Et je pense aussi que, donc j'enseigne, comme l'a dit François aussi, dans des écoles supérieures de management. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'essayer de réfléchir non plus de façon silotée, en opposant systématiquement l'école et l'entreprise, mais en essayant de se dire que non, on est tous interdépendants. Cette pandémie nous le démontre encore plus. Par exemple, s'il n'y a plus personne pour aller travailler parce que l'ensemble des individus est malade, il est bien évident qu'on n'aura plus d'économie et que les financiers devront repenser leur stratégie pour gagner davantage d'argent. De même, si on n'a pas des infirmières, des médecins pour soigner dans les hôpitaux, on ne pourra pas prendre en charge les patients qui seront atteints du Covid. Donc voilà, ça permet justement pour moi, cette crise, c'est une véritable opportunité de se repenser et de pouvoir anticiper parce que je pense aussi que dans ce cadre, l'école est à percevoir comme un véritable enjeu. Tout à l'heure, Rino parlait de créativité, d'amener les enfants à entreprendre et s'entreprendre. Je pense que c'est vraiment sur cet axe qu'il est urgent de réfléchir aujourd'hui et que toutes ces réflexions, toutes ces web-séminaires, toutes ces conférences, toutes les personnes qui écrivent sur le sujet, je pense qu'on va tous essayer de s'orienter dans ce sens et repenser les choses pour pouvoir non plus reproduire, mais essayer de co-créer de façon intelligente ce qu'il est possible de faire pour maintenir l'agilité, la créativité, l'entrepreneuriat, la confiance, la responsabilisation dont on a impérativement besoin. Je parlais tout à l'heure de cette approche VUCA de notre monde. Si ça fait des années, voire quelques décennies qu'on évoque ce sujet, plutôt la dernière décennie d'ailleurs, et que ça a amené les entreprises plus particulièrement à essayer de développer cette agilité. Quand on regarde le résultat aujourd'hui, on se rend bien compte que non, on n'est pas devenu aussi agile que ça, on est toujours lent, lourd, rigide, et c'est ce qui nous fait défaut. Moi qui travaille à accompagner les entreprises dans l'innovation managériale, c'est-à-dire je les accompagne pour leur permettre de se repenser, de repenser leur modèle managérial pour faciliter cette adaptation et donc par là même cette agilité. Il y a quand même certaines choses qui m'interpellent depuis des années et j'espère franchement que la pandémie va nous aider à accélérer. C'est que ça fait des années l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France, en tout cas, je vais parler de ce que je connais le mieux, on a tendance à faire entrer, vous l'avez déjà tous dit, hein, toutes les personnes qui sont passées avant moi, on a tendance à focuser sur un programme, sur une forme, ce que moi j'appelle une forme de formatage, ce qui fait que lorsque les jeunes qui sont en école supérieure et auprès desquels j'enseigne arrivent sur soit l'école en fin de cursus scolaire, avec beaucoup d'idées préconçues, des méthodes, des process, des jolies boîtes à outils de manager. Tout ça, je me rends compte que c'est surtout pas ce qui va les aider à s'adapter lorsqu'ils seront en entreprise et confrontés à des problématiques auxquelles ils devront faire face de façon efficace et adaptée. Et quand je vais dans les entreprises et que j'accompagne ces entreprises et qu'on me demande de développer la créativité chez les collaborateurs pour essayer de développer l'innovation tant attendue, comme si c'était un Graal, il est bien évident que non, en fait. La meilleure façon de penser et de s'adapter, je pense que c'est de repenser notre approche de l'école et de nous dire que ce serait peut-être plus intelligent, plus pertinent de développer les axes sur lesquels est revenu tout à l'heure Rino, c'est-à-dire favoriser cette authenticité chez l'enfant, ne pas le dénaturer, lui permettre de continuer à entreprendre, de faire ce qu'il aime, de penser, d'imaginer, de créer, de co-créer, d'agir, d'interagir avec les autres, avec sa communauté, avec les autres enfants, avec les adultes, voilà. J'ai été sollicitée il y a quelques temps parce que je parlais justement de l'école et de l'enjeu de l'école dans notre monde de demain. Et on me disait, mais qui verrais-tu autour de la table? J'ai dit, en premier lieu, les enfants. Parce que je pense qu'on ne pourra pas construire l'école de demain sans y ajouter ou sans y admettre la réflexion des enfants, c'est-à-dire ceux qui seront concernés demain et qui sont concernés aujourd'hui. Je pense que c'est toute cette approche que cette pandémie nous donne l'occasion
de repenser pour pouvoir justement l'adapter. Et quand je dis adapter, c'est de façon constante, c'est réfléchir autrement, avoir une approche différente, admettre qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre la hauteur, de se servir de nos erreurs pour essayer de nous adapter au plus vite. Parce que sincèrement, je pense qu'il y a urgence. Et quand j'écoute tout ce que vous avez pu dire, tous vos constats, tous les chiffres qui sont criants par rapport à l'ensemble de l'échec scolaire, la paupérisation de la population, la fragilité mentale, enfin, et tout ce qui a déjà été dit, je pense qu'il y a justement urgence à repenser notre approche, ce qu'on cherche à donner à nos enfants. Comment est-ce qu'on organise la formation des futurs collaborateurs dans les organisations et comment est-ce qu'on peut organiser cette continuité au lieu de continuer à l'opposer, de s'inscrire dans des logiques de programme pour lequel on est obligé de suivre le programme et surtout pas d'en sortir parce qu'on n'a pas le temps. Les vraies questions à se poser, c'est on n'a pas le temps, mais c'est quoi la finalité recherchée? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense vraiment que la question du pourquoi, on s'en est beaucoup trop éloigné avec tous ces process, ces logiques de normes, ces logiques de méthodo, parce que d'une part, je comprends, ça peut être rassurant, mais en contrepartie, quand on observe avec un peu plus de hauteur, on se rend compte qu'au-delà d'être rassurant, c'est suicidaire. Et je pense vraiment qu'il y a urgence à repenser cette approche. Et l'objet de ma communication aujourd'hui, en même temps, je regarde l'heure, donc je vois que je vais bientôt devoir terminer. L'enjeu de ma communication, c'est vraiment d'amener le plus grand nombre de personnes à réfléchir sur mais qu'est-ce qu'on veut en faire de cette école? À quoi ça sert? Au-delà de répondre à ses besoins d'instruction, d'éducation, etc. C'est aussi un apprentissage de la vie, une philosophie, une vision, un comportement, une facilité à s'adapter, une facilité à promouvoir, une facilité à catalyser les choses, à faire émerger un ensemble d'idées. Et c'est pour moi cette imprévisibilité dont je parlais tout à l'heure et cette pandémie, elle démontre juste une chose, et ce sera ma conclusion, c'est qu'on est tous, au-delà d'être interdépendants, ce n'est pas individuellement qu'on arrivera à trouver les solutions les plus adaptées, mais bien collectivement. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'aurais passé volontiers encore beaucoup de temps à vous faire part de mon expérience et de mes réflexions, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Alors, on va peut-être passer à la période de questions entre vous, chers panélistes. Merci à vous quatre, d'ailleurs. C'est des présentations très, très efficaces et très, très bien rendues. Je vous remercie. Alors, la première question, et là, on en a beaucoup parlé. Patrick le premier, en parlant évidemment toute la question de scolarisation et socialisation. Est-ce que l'école, maintenant, est-ce que le continuum études, apprentissage et le travail doit-il être plus explicite et doit-il être enseigné? Alors, est-ce que même ça doit faire partie des curriculums de demain? Je commencerai à l'inverse. On va y aller par Marine en premier. Elle est toujours à l'écran d'ailleurs. Et puis, on va suivre par la suite dans l'ordre inversé de tout à l'heure. On va finir par Patrick parce que c'est peut-être lui à qui s'adresse la question en bout de ligne. Est-ce que ça peut faire partie des curriculums? Voilà, Marine. Micro, Marine. Micro, toujours pas. Le micro, toujours. Ah, voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Désolée. Je disais, oui, j'ai déjà plus ou moins abordé le sujet, donc j'ai déjà plus ou moins répondu à ta question. Pour moi, le continuum, il est indiscutable et je ne comprends pas qu'on en soit encore à opposer les deux. L'école, l'entreprise, dans la société, c'est juste une continuité. C'est juste une interdépendance, encore une fois, pour reprendre le même vocabulaire. Et je pense qu'on a tout intérêt à interrelier l'ensemble des différents acteurs pour trouver la solution la plus pertinente et qui nous permettra de nous adapter de façon constante. Parce que cette pandémie, c'est juste une alerte sur ce qui nous attend demain. Moi, je suis persuadée que les choses vont continuer à s'accélérer beaucoup plus vite qu'on croit, en tout cas. Et c'est maintenant qu'il faut préparer aujourd'hui, s'adapter pour aujourd'hui, mais préparer aussi demain. Merci beaucoup, Marine. Alors, Rino? Alors voilà, vous m'entendez? Oui. Alors, effectivement, moi, je suis de l'avis de Marine, c'est-à-dire que on est dans un monde où tout est lié.
interconnectés, mais pas seulement au sens d'interconnecter avec le numérique. Je veux dire par là interdépendant. C'est le terme que Marine vient d'utiliser. On gagne à ce qu'à l'école et dans nos institutions, qu'on puisse amener cette éducation, une éducation à valeur ajoutée, qui va amener un développement de compétences chez nos jeunes qui va leur permettre de réussir non seulement à l'école, la réussite scolaire, mais la réussite éducative, puis une réussite plus globale. Et puis ça, les cursus scolaires, les curriculums, à mon avis, gagnent en tout cas, on gagnerait à considérer, à faire de l'espace pour ça dans l'école. Parce que de toute façon, cette scolarisation qui est un peu le défi où on en parle tout le temps, il faut augmenter les moyennes, il faut augmenter les notes, etc. C'est bien beau. Mais si vous n'arrivez pas à motiver les jeunes, s'ils ne sont plus engagés devant ces méthodes traditionnelles d'enseignement, parce que ça manque d'équilibre, ça manque de choses qui les inspirent, et on a quelque chose de formidable actuellement. On a une chance extraordinaire, en tout cas à l'école québécoise, c'est qu'il y a de l'espace à l'école pour le faire. Puis les jeunes sont très motivés par l'environnement. Il y en avait 500 000, souvenez-vous, qui étaient à Montréal il n'y a pas trop longtemps, lorsque la jeune Greta Thunberg était à Montréal. Donc, il y a un intérêt, il y a une préoccupation pour l'environnement et le développement durable. Et à mon avis, c'est là une piste extraordinaire pour que l'école puisse trouver un meilleur équilibre. Donc, moi, je suis tout à fait d'avis. Parce que la vie après, en société, l'école ne peut pas être détachée, comme ton père le disait, hein, on l'a bien entendu, François, lorsque tu l'introduis, ne peut pas être détachée de son environnement de vie. Ne peut pas être détachée de tout ce qui se passe autour d'elle. Puis si on s'enferme à l'école sans jamais être capable de voir, en d'autres termes, tous les modèles cloisonnés qui nous enferment, à mon avis, c'est dépassé. Agir seul n'est plus la solution, puis il faut avoir un regard plus global. Merci, Rino. Alors, je vais passer la parole à Sophie. Sophie, pour cette question. Oui, donc la question était, est-ce qu'on peut mieux expliquer le continuum études, apprentissage et travail? Donc, je pense que dans le secteur de l'enseignement, la formation technique et professionnelle, nous, on a fait le constat là, bien avant la crise, qu'il y avait souvent une incompréhension de la finalité de ce type de programme-là par les parents puis par les jeunes. Donc, il y a vraiment une culture du diplôme très forte là, qui fait en sorte que les jeunes, même s'ils suivent des programmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle, ne souhaitent pas nécessairement s'insérer professionnellement par la suite. Donc, c'est ce qu'on a vu là, dans le cadre de nos projets. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, oui, il y a vraiment un besoin de mieux orienter les jeunes là, dans le cadre des programmes et même avant même le choix de ce type de programme-là pour les orienter mieux vers le marché du travail. Par contre, au niveau de l'éducation primaire et secondaire, pour moi, la situation est un petit peu plus complexe à l'échelle mondiale, dans la mesure où je pense qu'il y a plusieurs parents, il y a plusieurs élèves qui connaissent la finalité de l'éducation, donc qui est censée t'amener à un travail décent. Mais je crois qu'il y a plusieurs parents et élèves qui sont en fait désillusionnés par la situation de l'éducation. Ça s'explique en fait par la faible qualité de l'enseignement, par la pauvreté des apprentissages. Donc, avant la crise, là, on parlait qu'il y avait quand même 50%, plus de 50% des élèves qui sortaient du primaire là, à l'échelle mondiale et qui ne savent toujours pas lire. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on n'est même pas en train de se questionner sur est-ce qu'on connaît la finalité, mais de se questionner est-ce que les systèmes éducatifs qu'on a en ce moment permettent d'atteindre cette finalité-là. Donc, voilà. Excellent. Excellente réponse. Tu as fait raison. Très complexe, très complexe. On va laisser cette complexité-là à Patrick. Merci. Ben, écoute, merci de la question. Je pense qu'il faut apporter une nuance là, qui a commencé à être apportée par Sophie. Je pense qu'il ne faut pas revenir aux années 30, 40, 50, 60 où, dans certains systèmes, l'école servait à former le travailleur qui allait à l'usine du coin de la rue. Je pense qu'il y a un rôle global et plus important de l'école qui, au final, veut doter les élèves d'un certain nombre de compétences de la vie, veut aussi construire la culture des élèves et construire des connaissances générales de base pour jouer leur rôle de citoyen. Au niveau de l'étude des curriculums et de l'évolution des tendances curriculaires, on observe cependant, en lien avec ta question, François, que depuis la fin des années 2000, il y a
somme toute, des réformes éducatives normalement orientées par l'approche par compétences. Il n'est pas anodin d'observer que dans beaucoup des pays du G20, nous sommes dans l'approche par compétences où on veut globalement former des élèves compétents à réaliser des tâches qui ne sont pas déconnectées de la vraie vie. Dans la définition des compétences et d'un collègue de l'UQAM, Philippe Jonard, rappelait qu'on est toujours compétent à faire quelque chose. Dans les programmes du Québec et d'ailleurs qui sont par compétences, on a vu l'apparition du concept de situation d'apprentissage. Et ces situations-là, connectées à la vie, qui sont relativement authentiques, convoquent finalement un regard sur qu'est-ce qu'on fait à l'école et cette situation-là doit, dans une certaine mesure, être en lien avec le travailleur de demain. Donc, ça ne doit pas être que cela, mais pour répondre clairement à ta question, il y a déjà de cela dans beaucoup de réformes des programmes éducatifs où dans les curricula, on voit l'apparition de compétences et de situations qui développent ces compétences-là et qui sont explicitement enseignées dans un continuum d'apprentissage du primaire au secondaire à l'universitaire. Peut-être dans une continuité à cette question, je vais commencer par toi, Patrick, là, avec ce que tu viens de nous dire. Est-ce que nos gouvernements, nos institutions, nos autorités, les agences internationales, les ONG, sommes-nous assez bien outillés là, pour faire face à l'après-COVID? Il faut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a assez de dialogue entre tout le monde? Je pense qu'on est tous un peu des spécialistes de l'international. Est-ce qu'on trouve que ce dialogue est présent, existe et qui va faire surface pour nous amener vers de nouveaux modèles éducatifs? Je pense qu'il faut apporter beaucoup de précautions à la réponse qu'on peut dire maintenant, mais je dirais que selon où on est, les canaux de dialogue sont, je dirais, plus ou moins ouverts. De mon expérience à l'international, il y a des endroits où quand il y a un projet qui se passe dans un ministère et dans l'autre ministère, on considère presque que c'est un autre pays. Donc, les canaux de dialogue et les regards globaux à l'égard de projets, le projet ici étant l'après-COVID, convoque, à mon sens, comme tu le dis, François, là, un dialogue extrêmement important entre les différents acteurs. Je pense que les enjeux dépassent dans ce cas-ci l'éducation. Quand on parle des enjeux de santé, de bien-être, on convoque de multiples acteurs sociaux et je pense que ces canaux de communication-là méritent d'être ouverts. Est-ce qu'on est prêt et préparé? Je ne pense pas non plus. Je pense que les organismes internationaux en appellent à mieux comprendre ce qui s'est passé pour tenter d'influencer l'après-COVID. Je pense que les expériences passées qui seraient communiquées nous permettront de mieux s'y préparer, mais encore, il y a un certain nombre d'enjeux pour lesquels je pense que beaucoup de ministres l'ont évoqué. Il y a des enjeux pour lesquels on était en train de construire l'avion au fur et à mesure où on la faisait décoller et je ne suis pas certain qu'il aurait été toujours possible de bien prévoir la suite non plus. Sophie, de notre côté, quand même, on a eu une belle écoute d'Affaires mondiales Canada, mais est-ce que c'est aussi facile avec les gouvernements en place dans nos pays d'intervention? Est-ce qu'on sent qu'il y a une compréhension? Est-ce qu'on sent qu'il y a une compréhension? Comme je disais, les cas ont été vraiment différents d'un cas à l'autre. Quand je parlais du cas du Burundi, qui est à l'inverse du Rwanda, fait que chaque gouvernement a eu à mettre en place ces mesures, puis nous, on a mis en place aussi, là, comme Patrick le soulignait souvent, leur propre plan de réponse dans le secteur de l'éducation. Puis nous, on est venu appuyer la mise en œuvre de ces plans-là. Pour revenir à la question, quel rôle on peut jouer là, quant au développement de modèles mieux adaptés? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est miser, puis ça a été dit aussi avant, là, sur le partage des meilleures pratiques. Et puis là, il y a plusieurs études qui sont déjà en train de ressortir à cet effet-là, voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins bien marché. Je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même fascinant le nombre d'innovations qui ont été promues en réponse à la crise, notamment en matière de technologie. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des bailleurs de fonds d'investir dans des réponses d'apprentissage à distance.
Mais maintenant, je pense qu'on doit se questionner à savoir qu'est-ce qui a marché, puis qu'est-ce qui est pertinent pour répondre là, en fait à l'ensemble des besoins. Puis comme je mentionnais dans ma présentation, en fait, ce qui est parfois un peu inquiétant puis soulevé par plusieurs grandes organisations, c'est qu'il ne faut pas détourner notre attention des problèmes structurels qui existaient avant pour miser sur des technologies ou miser sur des choses qu'on est encore en train de voir l'efficacité. Donc, il faut regarder encore la qualité de l'éducation, la formation des enseignants, l'équité, l'inclusion. Puis, il y a un livre blanc là, qui vient de sortir récemment, signé là, par plusieurs grandes organisations internationales, qui s'appelle « Sauver notre avenir ». Puis eux, dans le fond, ce qu'ils mentionnent, c'est que c'est la crise financière qui va s'en suivre, qui va avoir le plus d'impact sur les apprentissages, pas nécessairement la fermeture des écoles. Fait qu'on craint vraiment la dépression budgétaire qui entraînerait une baisse d'investissement dans le secteur de l'éducation. Je pense que oui, il faut continuer à faire pression là, pour faire en sorte que les investissements se maintiennent autant au niveau national qu'autant au niveau de l'aide publique au développement, puis qu'elles soient mieux coordonnées là, pour aller vers des actions qui auront des impacts notables suite à la crise. Voilà. Merci beaucoup. Lino, c'est une belle introduction pour toi. Puis comme tout à l'heure, on a parlé aussi du professeur Philippe Joannard. Donc, on a des situations maintenant qui nous permettent en éducation, pas des situations qui nous permettent en éducation, il faut être vraiment collé à la vie. Alors, il y a quelqu'un, tu es bien placé pour répondre à ça. Non, puis c'est ça. Vous savez, moi, j'étais directeur d'école pendant plusieurs années, enseignant. Bon. J'ai vu l'école évoluer depuis 30 ans, là, en étant toujours dedans, les deux mains dedans, au Québec et ailleurs. Une chose que je vois, moi, qui était évidente, puis si on prend la pandémie, qui a été vraiment marquant, là, si on prend, ça a été toute la notion qui s'est révélé, l'importance de la socialisation. Et ça, là, ça a été l'élément le plus fort de toutes les choses, selon moi. Ça a permis de faire comprendre une chose. C'est vrai que l'école qui scolarise, hein, c'est-à-dire d'apprendre à lire, hein, une école de qualité, on veut dire leur apprendre à lire correctement, à écrire, à calculer, enseigner des connaissances générales, ça, c'est un élément que l'école fait depuis, elle fait bien, elle a fait de multiples réformes autour de ça. Habituellement, c'est aux 10 ou 15 ans. Les réformes y reviennent, là, 20 ans. Mais on a vu que cette crise qui vient d'arriver, que si l'école ferme ses portes, la crise va être beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que le gouvernement Legault a tant insisté pour permettre aux jeunes de retourner à l'école très tôt, au mois de mai, et à envoyer tout le monde à l'école dès le mois de septembre. Et c'est vrai, je dirais, à travers le monde, on a beaucoup de formules d'une journée sur deux. Je sais pas, comme au Maroc, par exemple, c'est une journée sur deux actuellement. Et tout le monde a bien compris que les jeunes ont besoin de ça. L'autre élément pour l'école moderne, l'école, je dirais une école de son temps, l'école d'aujourd'hui, c'est toute la question des compétences globales. On a tous compris que ça ne suffisait pas que d'apprendre à lire, à écrire, à calculer des connaissances générales. C'est-à-dire, puis même que si on va avoir un effet là-dessus qui soit favorable, il nous faut avoir un à côté à partir d'approches intégrées, d'approches transversales, qui vont permettre, et nous, c'est ce que nous avançons avec l'entrepreneuriat conscient. Ça permet aux jeunes, les gens se disent, ben, ça, ils font tout ça toute la journée. Pas du tout. Ça peut être 1, 2, 4 heures par semaine. Les écoles qui en font le plus pourront aller jusqu'à 5 heures, mais c'est des approches totalement intégrées. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire des mathématiques en même temps que vous faites un projet entrepreneurial ou encore du français. À un moment donné, ils avaient développé une maison d'édition, des choses comme ça. Et tous ces projets-là, ça motive les jeunes. Ça leur fait voir plus grand. Ça les connecte à la vie, à leur vie, et ça les valorise. Ça les met en action. Ça les engage. C'est tellement fondamental. Et puis ça, ils le font en passant. Et en faisant ça, ces approches intégrées-là, une fois de temps à autre à l'école, puis je ne vous dis pas de faire ça tous les jours, 10 heures, 3 heures par jour, mais en le faisant de temps à autre, d'abord, ça socialise, ça les fait travailler ensemble, parce que souvent, ils travaillent ensemble, mais en plus, ça les motive pour tout le reste. Fait que, mais on est actuellement dans un monde de compétition. Puis moi, je mets un flag rouge là-dessus.
Un monde de compétition. Qui va avoir la meilleure note? Ah, il faut augmenter ses résultats scolaires. On tape là-dessus, surtout dans les pays occidentaux. Puis je pense qu'on oublie peut-être des éléments tellement fondamentaux, tellement essentiels pour l'être humain. En Afrique, vous le décrivez, nous, on est là aussi, on connaît très bien la situation. On le voit bien qu'actuellement, l'école qui a repris, par exemple, elle a bien repris dans des écoles privées, mais quand tu regardes le système public, c'est terrible ce qu'on observe actuellement. Et c'est pire que pire. Et puis, évidemment, ces jeunes-là, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire. En même temps, si dans ces écoles publiques-là, il y avait un petit peu plus d'équilibre, peut-être ça les motiverait davantage aussi, puis ça amènerait. Mais ça, je rêve un peu loin, mais je suis tellement d'accord avec Mme Daoud. D'abord, il faut financer, il ne faut pas arrêter d'appuyer nos écoles, parce que c'est la catastrophe autrement. Donc, moi, voilà, moi, c'est mon propos. Je pense que les gouvernements le savent. Et s'il pouvait y avoir, je rêve, là, je partage un rêve, une espèce de coalition mondiale sur l'éducation, où on verrait là, cette école-là, une école de son temps, sur laquelle tout le monde miserait. Pour la paix d'abord dans le monde, pour la justice sociale, pour un monde meilleur, un monde plus beau et un monde dans lequel on a envie de vivre et duquel on serait fier de vivre dedans. Il y a des dangers qui nous guettent actuellement. Il y a beaucoup de dangers. Tu as bien appris de Paul Gérin-Lajoie. Sûrement. C'est la plus grande. François, je le dis, c'est la plus grande inspiration au Canada, les deux langues, à mon avis. Puis on ne sait pas demain la veille que ça va être dépassé. Marine, le gouvernement français dans tout ça? Ouf. Ouf. Je ne pas t'en parler. Non, je vais juste me taire parce qu'en fait, ils ont un siècle de retard. Ils sont encore enfermés dans des logiques de programme. Il y a un ministre, il y a une vingtaine d'années, qui parlait de l'institution en le décrivant tel un mammouth. Je pense que le mammouth est toujours là. Il y a beaucoup d'écoles alternatives qui commencent à poindre et à exister sur le marché, mais ça reste des écoles privées. Et tout le monde ne peut pas y accéder, donc on crée de nouveau une forme d'injustice, d'inégalité d'accès à la connaissance, ce qui est dommage, mais elles ont aussi le mérite de faire évoluer les choses, le regard, et j'espère franchement qu'elles arriveront à faire évoluer cette approche de l'éducation nationale avec son gouvernement, cette belle institution très rigide, pour le coup, là, comme je disais tout à l'heure. Mais pour conclure sur tout ce que je viens d'entendre, je partage tout ce qui a été dit parfaitement bien, plus particulièrement ce que disait Patrick tout à l'heure en disant que non, pour répondre à ta question initiale, François, je pense qu'aujourd'hui, chaque pays fonctionne, j'aurais même tendance à dire, chaque province ou État fonctionne pour son propre compte, sans se dire que ça serait peut-être plus intelligent de se mettre ensemble et de réfléchir à ce qui peut marcher, ce qui peut justement répondre à ce besoin d'adaptation constante. Et pour conclure, je reprendrai ce que disait Rino et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est par le collectif qu'on y est arrivé, en tout cas pas par l'individuel, ça c'est clair. Merci beaucoup. J'ai vu quelques questions qui nous viennent du public. Je pense qu'on est rendu à cette étape-là, mais là, je ne vois plus les questions. C'est peut-être parce que... On en résolu, François. C'est peut-être parce qu'on veut nous dire aussi qu'on n'a plus beaucoup de temps. Effectivement, il est déjà presque l'heure de terminer ce panel. Alors, comme je vous dis, bon, c'est ça, là, les questions ne sont plus là. Mais je sais qu'il y a une des questions qui était justement de la TELUC qui disait qu'il y avait déjà beaucoup d'outils qui étaient en place et puis qu'on pouvait se servir de ces instruments et que déjà, si on parle des stratégies de l'éducation des apprentissages à distance, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites dans les derniers mois. Peut-être, François, là-dessus, si tu me permets, je pense que la question est très intéressante dans la mesure où la TELUC proposait un modèle d'éducation à distance qui répondait en pré-pandémie à un certain besoin de certains étudiants pour qui le modèle traditionnel du présentiel à tous les soirs pendant 15 semaines, etc., répondait moins. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure la pandémie aura de l'impact, je dirais, sur le modèle d'affaires même de la TELUC, où soudainement, toutes les universités du monde sont devenues à distance
mais pour lequel, je dirais, la TELUC avait, somme toute, développé toute une stratégie en asynchrone à partir de certains moments. Je vous dirais que la pandémie aura mis en lumière une série d'autres approches ou des approches plus hybrides qui permettent certains lieux, certains moments de rencontre en direct et à distance. Alors, avec des petites vidéos en asynchrone et tout. Donc, même chez la TELUC, j'ai l'impression que les universités dites conventionnelles auront développé et se sont certes inspirées de l'histoire et de l'expertise de la TELUC, mais j'ai l'impression que même chez la TELUC, la pandémie permettra certaines réflexions pour peut-être proposer des approches plus adaptées à un monde post-covidien. En fait, effectivement, merci beaucoup, Patrick, de cette réponse et de cette solution. Et en fait, c'est ça, la deuxième question est un peu dans le même sens. C'est-à-dire, serait-il possible de développer, afin de prévenir le décrochage des jeunes, des jeux vidéo à la fois ludiques et pédagogiques afin de maintenir leur intérêt pour apprendre? Bon, à titre d'exemple, le jeu de civilisation par Sid Meier a permis d'intéresser les joueurs à l'histoire des sciences et des technologies. Mais je pense qu'on a vu beaucoup ça aussi grâce à l'école ouverte là, qui a été créée très rapidement au printemps dernier. Alors ça aussi, on a pu vivre ça. Excusez les joies du direct, là. J'espère qu'il y a un de mes enfants qui va répondre au téléphone. Alors, écoutez, merci infiniment, Sophie, Marine, Rino et Patrick. Je pense que l'idée de ce panel aujourd'hui, c'était de faire un peu l'état de la situation, mais aussi de voir les modèles qui sont en train de se développer, les modèles qui vont se développer très rapidement pour la suite des choses. Alors, je vous remercie tous les quatre et je repasse la parole à François Audet pour fermer la conférence. Merci beaucoup, François, chers collègues et panélistes. Merci effectivement pour cette conversation. On en aurait pris encore beaucoup. Clairement, on est encore dans le milieu de cet événement-là et je crois qu'on sous-estime, et c'est ce que je retiens quand même beaucoup de vos propos, c'est qu'on sous-estime et on ne connaît pas encore complètement l'impact que ça aura, que ce soit sur la dimension politique de l'éducation, administrative, sur les enfants eux-mêmes, en tout cas sur les jeunes, et non plus sur les modèles de la pédagogie comme prof d'université. On le voit tous les jours, et que ce soit parce que le téléphone sonne chez nous ou d'autres raisons, l'adaptation est de mise et parfois même un peu l'improvisation. Donc, c'était extrêmement intéressant et j'ai presque envie de vous dire à la prochaine très bientôt parce que clairement, cette conversation-là mérite d'être soutenue dans le temps dans la mesure où on n'aura pas complètement terminé cette pandémie-là et comment les ajustements et je dirais l'éclairage pour les preneurs de décision dans nos institutions, au niveau politique également, doivent être apportés. Ce que je retiens aussi, puis c'est un peu la vision et la mission qu'on s'est donnée avec les rendez-vous Gérer la joie, et on l'a encore une fois atteint aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir ce regard croisé-là entre des acteurs du milieu, entre des chercheurs. Patrick, ton analyse de départ était excellente, très pertinente, nous a permis de faire le point. Et je crois aussi l'importance de garder cet esprit critique qui est le propre de l'éducation. Et là, je ferai un propos plus personnel, mais pour moi, l'école, l'éducation, c'est de permettre aux personnes, peu importe quel âge ils ont, d'être plus critiques, d'avoir une pensée autonome et de ne pas reproduire nécessairement un système qui, pour, en tout cas, toute fin pratique, nous a pas fait la démonstration qui fonctionnait toujours très bien, disons-le simplement comme ça. Donc, tant mieux si les gens, les étudiants, les élèves, peu importe comment on les appelle, deviennent des meilleurs citoyens. Et c'est vers ça, je pense que c'est Patrick qui mentionnait ça, et peut-être vous également, Rino, l'importance que l'éducation dépasse le simple abécédaire et le simple technique à apprendre pour apprendre un métier, comme ça a été le cas dans les années, plutôt dans les peut-être décennies passées. Donc voilà, cela étant, nous en sommes tous issus, et puis bon, quand même, malgré tout, il y a eu quelques succès. Donc, je vous remercie à tout le monde d'y avoir participé, d'y avoir contribué.
Je remercie encore une fois tous nos partenaires, évidemment la Fondation Paul Gérin-Lajoie ainsi que la chaire UNESCO pour le développement curriculaire également, le CORIM, nos amis de la Faculté de sciences politiques et droit également, et bien sûr le ministère des Relations internationales du Québec. Alors, je vous remercie également à tous les participants dans la salle, encore très nombreux aujourd'hui. Il y aura donc la suite des rendez-vous Gérin-Lajoie demain midi. Et pas très loin des enjeux de l'éducation d'ailleurs, on aura donc un webinaire sur les enjeux de la solidarité. Donc de l'action internationale, d'enjeux de la solidarité. Et ce sera cette conversation-là qu'on aura avec différents acteurs du milieu également, des ONG aussi notamment. Alors, je vous invite à y être demain. Tout est sur notre site Internet, soit de l'Institut ou du site Internet des rgvl.ca. Alors, je vous dis bien sûr à demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Encore une fois, merci à nos panélistes pour ce webinaire extrêmement intéressant. Au revoir. Merci, François. Au revoir.